Les Champs-Élysées ont pour la deuxième fois, en l'espace de 2 mois, été le théâtre d'une action terroriste. Le 20 avril 2017, vers 20h45, je vous le rappelle, Xavier Jugelet, policier de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, qui se trouvait à l'intérieur d'un car de police stationné en mission de sécurisation au niveau du numéro 102 de l'avenue des Champs-Élysées, tombé sous les balles d'un terroriste. Le 19 juin 2017, vers 15h40, un convoi de 9 fourgons de gendarmes mobiles descendait l'avenue des Champs-Élysées dans le sens Arc de Triomphe Concorde, avant qu'au niveau du rond-point des Champs-Élysées, le premier fourgon de ce convoi ne soit percuté par le côté avant droit par un véhicule qui roulait dans le même sens de circulation et qui semblait comme vouloir forcer le fourgon, donc en tête du convoi, à se rabattre vers le trottoir. Le véhicule se positionnait devant le fourgon de gendarmerie et une détonation se produisait à l'intérieur du véhicule. Une vitre était partiellement fondue et une fumée orange s'échappait du véhicule. La situation était très rapidement maîtrisée au moyen d'un extincteur et les gendarmes présents sur place, sans qu'aucun tir de riposte ne soit à aucun moment intervenu, extrayaient le conducteur du véhicule, conducteur qui allait rapidement décéder. Ce passage à l'acte, qui interroge tant par le mode opératoire employé que par la personnalité de son auteur, n'a sans nul doute pas atteint l'objectif envisagé. L'arsenal découvert dans le véhicule, arsenal sur lequel je vais revenir au cours de mes propos, l'arsenal découvert dans le véhicule atteste en effet de l'ampleur de l'action terroriste projetée qui, si elle avait abouti, aurait pu avoir des conséquences humaines dramatiques. Force est de constater que si ce passage à l'acte terroriste n'a fait aucune victime, il n'en demeure pas moins mortifère. J'en veux pour preuve, outre l'arsenal découvert dans le véhicule, donc une lettre testament de l'auteur, expédiée par la poste à plusieurs de ses proches le 19 juin, dans lequel il a notamment écrit avoir soutenu, je cite, depuis des années les moudjahidines qui combattent pour secourir l'islam et les musulmans, avoir prêté allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi, avoir pratiqué le tir sportif, non par une quelconque adhésion au survivalisme, comme il avait pu le prétendre à un certain temps, mais pour sa préparation au djihad, avoir voulu rejoindre la Syrie et déplorant en avoir été empêché, je cite, par des apostats contre l'État islamique, écrivant encore, je cite toujours, qu'il ne fallait pas le traiter de terroriste qui tue les civils innocents, car ce sont au contraire des mécréants, demandant encore à ses proches de ne pas qualifier son acte d'attentat-suicide, mais bien d'opération martyre. Depuis quand l'auteur a-t-il donc préparé son acte? Quel a été son processus de radicalisation? A-t-il bénéficié de complicité sur le territoire national? A-t-il été téléguidé depuis la zone irako-syrienne? Comment expliquer l'inadéquation entre l'ampleur de l'arsenal contenu dans son véhicule et l'échec de son entreprise terroriste? Comment enfin a-t-il finalement procédé pour entraîner détonation et cette fumée orange dont nous ne savons toujours pas à quoi elle correspond? Autant de questions auxquelles les investigations confiées par la section antiterroriste de mon parquet à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris, service coordonnateur, à la direction générale de la sécurité intérieure et à la sous-direction de l'antiterrorisme, à la direction centrale de la police judiciaire, investigations qui ne font que débuter et qui devront s'attacher à répondre à l'ensemble de ces questions. Mon parquet a en effet immédiatement après les faits ouvert une enquête en flagrance des chefs de tentatives d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroristes en vue de la commission de crimes d'atteinte aux personnes, acquisition, détention, transport d'armes en liaison avec une entreprise terroriste, enfin tentative de destruction du bien d'autrui par moyens dangereux en relation avec une entreprise terroriste. Le mode opératoire employé, donc d'abord, j'évoquais à l'instant
l'arsenal découvert dans le véhicule, arsenal dont je vous livre précisément le contenu. Sur la banquette arrière ont été découvertes 2 bouteilles de gaz de 13 kg chacune, pleines et toujours dotées de leur opercule de sécurité, bouteilles qui étaient posées contre les 2 portières. Entre ces 2 bouteilles se trouvaient plusieurs cartons contenant un très grand nombre de cartouches de différents calibres. Il y avait ainsi 2200 cartouches de calibre 12, 800 de calibre 7,62, plus de 2000 cartouches de calibre 9 mm et plus de 3700 cartouches de calibre 22 long rifle. À terre, au niveau du passager avant, ont été saisis un grand sac contenant 28 chargeurs, un pistolet Glock 17 muni d'un double chargeur, une carabine de calibre 7,62, calibre similaire à celui d'un fusil d'assaut Kalachnikov, ainsi que plusieurs couteaux, dont un couteau multipointe et une lampe taser. Ont aussi été découverts un briquet dans le vide-poche central, un briquet dans la poche de l'auteur. Enfin, sans que sa localisation dans le véhicule ne puisse déterminer précisément à ce stade, une besace calcinée qui contenait de très nombreux projectiles ressemblant à des ogives. Il est apparu que l'auteur avait fait l'acquisition des bonbonnes de gaz le dimanche 18 juin, soit la veille du passage à l'acte, et qu'il les avait achetées sur un site d'annonce Internet. Il était en outre trouvé porteur à sa ceinture d'une arme de poing type Glock 19, avec chargeur approvisionné et engagé. À l'instar enfin de l'arsenal découvert dans le véhicule, la perquisition au domicile de l'auteur a permis de découvrir au sous-sol du pavillon un stock important, à savoir 8 bidons vides de poudre de rechargement de munitions d'une contenance de 500 grammes chacune. Cette poudre noire a pu avoir été utilisée par le mis en cause pour confectionner ses propres munitions, mais il convient aussi de relever que cette poudre peut servir à la confection d'un engin explosif artisanal, et les enquêteurs ont sur ce point relevé la présence curieuse d'une couscoussière entourée de chatterton, pouvant également servir à cette fin. Ont aussi été trouvés 2 fusils à pompe de marque Remington et Baikal, 4 mini-alarmes dont 2 à détecteur de mouvement, 2 talkie-walkie, un sac contenant du coton, des serflex, une chambre à air, du scotch électricien et du fil de fer, 5 cartouchières pour armes d'épaule, 2 ceintures cartouchières, 2 étuis multiples de chargeurs, 2 appareils de visée laser, une machette, un cran d'arrêt, un couteau de chasse, 24 boîtes vides de munitions de calibre 9 mm, un pistolet Sig Sauer et une matraque télescopique. Enfin, dans une chambre du logement était en outre saisi un fusil à lunettes. Autant d'éléments donc qui témoignent de la préparation indiscutable d'une action violente. Quel était donc le projet précis de l'auteur? Avait-il prédéterminé sa cible? Avait-il choisi le lieu? Comment avait-il conçu son dispositif qui, selon toute vraisemblance, avait pour objet de faire de son véhicule un engin explosif? A-t-il précipité son action et pour quelles raisons? Répondre à ces questions est bien sûr prématuré aujourd'hui, mais je peux d'ores et déjà vous indiquer que l'enquête a permis d'établir qu'au vu des premiers éléments issus des enregistrements de vidéosurveillance parisiens, il apparaît d'une part que l'auteur s'est toujours trouvé seul dans son véhicule automobile et d'autre part qu'à 14h50, il a circulé à bord de ce véhicule automobile Mégane, donc pont de Grenelle vers la Tour Eiffel. À 15h11, très précisément, il est arrivé place Jacques Rueff. À 15h24, il s'est trouvé quai Branly, à hauteur du pont de l'Alma, avant d'être à 15h34, très précisément, au pont des Invalides, et enfin à 15h39, avenue des Champs-Élysées, en direction de la place de l'Étoile. On sait qu'à l'instant où il a croisé un convoi de CRS, puis le convoi des gendarmes, il a fait subitement demi-tour au rond-point des Champs-Élysées et à 15h39 toujours, il a percuté le premier fourgon du convoi des gendarmes mobiles. L'analyse du laboratoire central de police est en cours toujours pour tenter de déterminer l'origine de l'implosion du véhicule. L'autopsie du
pratiquée sur le corps de l'auteur, vous le savez, a conclu à une défaillance cardio-respiratoire par probable lésion de blast avec inhalation de fumée dans un contexte d'explosion en milieu confiné. Des expertises en toxicologie et en anatomopathologie ont en outre été ordonnées aux fins de compléter ces premières conclusions de l'autopsie réalisée. Enfin, les différents supports informatiques et de téléphonie découverts à la fois au domicile, dans le véhicule, mais aussi dans les locaux professionnels de la société de l'auteur sont en cours d'exploitation. Le mode opératoire employé, disais-je donc, interroge, de même que la personnalité de l'auteur. Il a rapidement été identifié comme étant Adam D, né le 8 décembre 1985 à Argenteuil, dans le Val d'Oise, et demeurant dans le département de l'Essonne. On sait qu'il s'est marié civilement en avril 2009 à une femme de nationalité tunisienne et que 2 enfants sont issus de cette union, respectivement nés en septembre 2010 et mai 2015. Il était inconnu au fichier du traitement d'antécédents judiciaires, ce qu'on appelle le TAJ, et n'avait aucune mention sur le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire. Il a fait l'objet d'une fiche de recherche émise par les autorités tunisiennes en septembre 2014 pour terrorisme, pour des suspicions de relations avec un groupe d'individus en lien avec le terrorisme. Sur ce point, je peux vous indiquer qu'une demande d'entraide pénale internationale est en cours de rédaction et de transmission aux autorités tunisiennes afin de recueillir tous éléments utiles sur ces renseignements. Au printemps 2015, Adam D a été signalé par un service partenaire pour avoir été contrôlé le 24 février 2015 au poste frontalier de Kipi, à la frontière gréco-turque, à bord d'une Jeep, en compagnie de son épouse et de leurs 2 filles. Il était de même signalé un mois plus tard, le 12 mars 2015, au même poste frontière, sur le chemin du retour, sans autre précision. Il a, vous le savez, le 31 août 2015, fait l'objet d'une fiche S de la Direction générale de la sécurité intérieure. Il apparaît aussi qu'il a fait plusieurs séjours en Turquie, 3 très précisément au cours de l'année 2016. C'est ainsi qu'il a été contrôlé le 20 janvier 2016 au départ de Paris, à l'embarquement d'un vol pour Istanbul. Il avait alors déclaré aux fonctionnaires de police qu'il effectuait un voyage dans le cadre de son activité professionnelle de négoce de bijoux. Dans le cadre de ce voyage, son retour avait été signalé le 29 janvier 2016, à l'occasion duquel il avait effectué très régulièrement une déclaration en douane pour importation de bijoux. Il a ensuite réalisé un nouveau séjour à Istanbul du 10 au 15 mars 2016. Un contrôle douanier avait alors été provoqué et il avait été trouvé porteur d'une somme de 4 800 € en numéraire, d'un lingot d'or et de bijoux. Selon les éléments recueillis au cours de ce contrôle, document à l'appui, il avait indiqué que ce voyage s'inscrivait à nouveau dans le cadre de son activité professionnelle. Il a enfin fait l'objet d'un dernier contrôle le 21 août 2016 au départ de Paris pour Istanbul et avait là aussi justifié son voyage par une activité d'importateur de métaux. Il est exact qu'il avait créé en 2014 une entreprise spécialisée dans l'achat et la revente de métaux et d'or. Des voyages en Turquie en 2016, donc sous couvert réel ou supposé, l'enquête nous le dira, de son activité professionnelle, et le séjour auparavant, en février et mars 2015, qui, au vu de la lettre testament que j'évoquais au début de mon propos, d'une part, et du témoignage d'une proche, d'autre part, atteste, c'est certain, d'une volonté déterminée de rejoindre la zone irako-syrienne. De même, l'acquisition et la détention de plusieurs armes au prétexte de la pratique de tirs sportifs pourrait apparaître comme des actes préparatoires de l'attentat qu'il a commis. La consultation du fichier Agrippa révèle en effet que Adam D était titulaire d'autorisation de détention d'armes de catégorie B pour plusieurs armes, en l'occurrence un pistolet Glock 19, autorisation sollicitée le 7 avril 2015 et obtenue le 30 juin de la même année, un pistolet Sig Sauer, autorisation sollicitée le 7 avril 2015 et obtenue le 30 juin 2015, une carabine de chasse de calibre 7,62 mm, autorisation sollicitée elle aussi le 7 avril 2015, obtenue elle aussi le 30 juin 2015. Adam D avait en outre déclaré les armes de catégorie C suivantes: un fusil de chasse de marque Baïkal calibre 12,
récépissé délivré le 24 septembre 2012. Un fusil de chasse de marque Baïkal calibre 12, récépissé délivré le 18 juin 2014. Une carabine marque CZ calibre 22 long rifle récépissé délivré le 18 juin 2014. Enfin, une carabine de marque Remington calibre 12 récépissé délivré le 24 octobre 2014. Tels sont les éléments objectifs que je suis en mesure de porter à votre connaissance aujourd'hui au terme de ces 4 premiers jours d'investigation et d'enquête. Vous serez bien évidemment tenu informé des éléments qui apparaîtraient à la suite des examens de police technique et scientifique que nous avons demandés comme des évolutions significatives de l'enquête. Je vous remercie de votre attention.